Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonjour à tous, comme d'habitude on commence par le Fear and Greed Index. Aujourd'hui à 27 dans la peur, le Social Index sur Up et le marketeur d'Orflow actuellement sur Fort Achat à 18h50 que j'enregistre. Je vous souhaite une bonne vidéo, c'était Zap Crypto. Donc, si on analyse le cours du Bitcoin en ce moment, on se rend compte qu'encore une fois, notre ligne de support juste ici a servi de support pour une 2, 3, 4, 5, 6e fois. On vient de rebondir et là, qu'est-ce qui risque de se passer par la suite? Ben, si on a assez d'engagement, il est fort probable qu'on vienne visiter le haut du range autour des 50 000 $, probablement pour le mois de mai. Et si on vient qu'à dépasser le range, vraiment traverser la ligne de résistance qu'on a ici, ben, on risque de voir une accélération dans le prix du Bitcoin et de toutes les crypto-monnaies. Et honnêtement, avec la longue consolidation endormante et ennuyeuse qu'on a depuis le mois de janvier, ben, ce serait pas surprenant qu'on voit les choses commencer à accélérer de nouveau dans le monde des crypto-monnaies. Et encore une fois, on voit que le Bitcoin fait des hauts de plus en plus hauts. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que le Bitcoin arrive sur cette ligne de tendance-ci qui est ascendante, ben, il y a des acheteurs qui se manifestent, qui sont là pour acheter toujours plus haut. Donc ça, c'est très positif. Ça se trouve, il va nous faire un avril-mai comme ça, hein, pour finalement terminer sa course. Ça, c'est le côté le plus bearish que je puisse voir. Parce que le Bitcoin n'est pas bullish dans sa structure, là. Il n'est pas bullish du tout. Il est dans mode redistrib week off. On l'a déjà vu, mais bon, si vous ne regardez pas tous les jours... Si vous regardez pas tous les jours, c'est un pattern qui paraît relativement logique. C'est c'est une jambe baissière, consolidation qui ressemble à un bottom, et ensuite on va faire l'UTAD qu'on vient de faire, qu'on a fait il y a quelques temps, et là, avant de continuer vers le bas la jambe. C'est très possible qu'on soit dans une phase de redistribution. Il y a pas mal de signes qui semblent l'indiquer, même si bon, il y a des signes mixés. Novembre 2020. Juste ici, septembre, voilà, ici novembre 2020, où est-ce qu'on se trouvait? Dans une zone de rechargement de vente logique. On se ment pas chez les rois, juste là, entre les 618 et les 186 de tout ce précédent mouvement de bear market. Mais on avait structuré ce magnifique W. Dès lors, la structure était donnée. Alors bien évidemment, on aurait pu faire ça. Mais les gens étaient tellement pessimistes, et la psychologie des gens était tellement négative, qu'en fait, le Bitcoin a explosé en l'air. Et les gens ont continué à shorter. Dès lors, si vous pensez que Bitcoin peut aller à 15 000 $, pour reprendre la petite histoire d'avant, faites attention à ça. Ne restez pas accrochés à vos idées. Les structures sont données, et jusqu'à preuve du contraire, ce marché long terme est haussier et a toujours été haussier. Mais je ne dis pas qu'il ne peut pas y arriver. Je dis juste que si vous voulez le jouer, il faut faire très attention. Et si vous voulez le jouer dans une dynamique haussière long terme, alors vous l'achetez. Vous n'allez pas shorter ce marché pour pouvoir acheter plus bas. C'est intéressant, hein? Voilà, je voulais vous dire ça. Donc là, Ethereum ne se passe strictement rien. On est presque venu chercher les liquidités ici, donc ça, voilà, c'est fort probable qu'on ait une petite accélération haussière dans la journée, sauf si bien sûr le BTC tombe et là, voilà, on ira voir plus bas. Pourquoi? Parce que voilà, le TH et les autres altcoins sont toujours en retard par rapport à BTC. C'est pour ça que le BTC a déjà récupéré les liquidités ici. Donc voilà, un petit coup haussier. Là, c'est pas dur, hein. Quelques achats sur le spot et ça monte directement. Et comme ça, on va rect pas mal de shorters. Et ensuite, on a, comme expliqué hier, les 3350 $ et les 3583 $ à venir péter. Voilà, sur l'Ethereum, rien à dire. On va juste peut-être voir vite fait le momentum. Ok, donc rien à dire de spécial. On voit que les acheteurs sont toujours présents. Il n'y a pas de divergence à noter. 90 millions de clients aujourd'hui sur Binance, d'après son PDG. 90 millions de personnes. Intéressant. On peut arrondir à 100 millions. En partant du constat qu'il y a à peu près 4,2 milliards d'individus qui ont accès à Internet, bon, ça peut être peut-être intéressant, hein, pour le coup, par rapport à cette acceptation et cette évolution. Il annonce, par rapport au nombre d'utilisateurs au niveau des exchanges, 70% sont sur la plateforme Binance. Ok, intéressant. En somme, on part du principe que si vous prenez 100 000, 70% de 100 000
ça fait grosso modo, si vous faites le ratio de 1 pour 3, ça vous fait grosso modo 140-130 millions de personnes, de tête. 130 millions de personnes aujourd'hui qui ont, entre guillemets, un compte exchange, même s'il y en a qui peuvent avoir plusieurs comptes, plusieurs wallets, etc. Donc probablement que ça fait peut-être beaucoup moins de personnes d'ailleurs. Il estime en fait à un taux d'acceptation et d'utilisation au niveau des cryptoactifs, ou d'adoption, c'est comme ça qu'on l'appelle, entre 3 et 5%. Intéressant. 3 et 5% de la population. Son objectif à lui, c'est grosso modo de dépasser les 50, 60, 80, 90%, et qui plus, bien évidemment, c'est une certitude absolue. Il va mettre en place des investissements, donc en fait on parle souvent de 100 millions de dollars ou 100 millions d'euros d'investissement. Bon, c'est une broutille pour lui, vous imaginez bien. Techniquement, c'est juste pour rencontrer nos dirigeants politiques et pour faire un petit peu de lobbying normal. Ça va créer de l'emploi. Ils font un partenariat avec Station F notamment pour mettre en place et porter des projets crypto. J'ai bien aimé l'idée de vesting, donc ça veut dire qu'ils portent des projets, notamment dans les incubateurs de Binance pendant plus de 10 ans, voire 10 ans, donc c'est à peu près une moyenne de vesting chez Binance. En somme, quand ils investissent quelque part et quand ils choisissent quelque chose, ils ont déjà cette fameuse vision long terme, etc. En somme, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, partez du principe que ces gens-là ont du temps maintenant. Ils ont tout l'or du monde, entre guillemets. Ils ont du temps, en fait, pour créer le monde de demain. En 1998, vous voyez ici le top 10 des sites les plus visités à chaque jour en 1998. Donc, vous voyez AOL, Yahoo, MSN, Exit, Lyco, Genocities, tous des sites qu'on n'utilise plus vraiment, à part peut-être Amazon qu'on voit ici et Yahoo Finance. Alors que si on va maintenant, cette vidéo-là va jusqu'à mars 2021, on voit que le portrait est complètement différent. Et je veux vous amener à avoir cette réflexion-là en ce moment. C'est qu'en ce moment, on voit les crypto-monnaies, on voit le top 100 ici, on voit plus de 13 000 crypto-monnaies qui sont listées sur CoinGecko. Et là, si on est vraiment au niveau des crypto-monnaies comme Internet en 1998, ça veut dire que la plupart des crypto-monnaies du top 100 qui sont ici ne seront pas dans le top 100 dans 5 ans, dans 10 ans. Et il va y avoir des nouvelles technologies qui vont être adoptées parce que en 1998, sur Internet, on pouvait pas concevoir de créer une application comme Facebook, une application comme YouTube, comme Amazon, comme Airbnb. C'était pas concevable. Parce que si on prend l'exemple de YouTube, en 1998, l'idée que n'importe qui sur la planète allait pouvoir devenir la propre vedette de ces vidéos, comme on voit en ce moment, c'était pas concevable. Fallait qu'il y ait des améliorations technologiques. Et c'est pour ça que YouTube a seulement été créé en 2005. Et ça a pris une certaine période de temps avant que YouTube devienne qu'est-ce qu'il est en ce moment. Donc, c'est ce qu'on peut réfléchir en ce moment avec les projets au niveau des crypto-monnaies. C'est que chaque secteur va avoir des innovations dans les 5 à 10 prochaines années qui sont des concepts qui existent même pas en ce moment. Donc, c'est pour ça, la façon de réfléchir comme un millionnaire pour se bâtir des fortunes générationnelles, c'est de se faire des thèses d'investissement en essayant de réfléchir à qu'est-ce que pourrait être le futur qui est devant nous. Donc s'ils peuvent partager et accompagner des projets pendant 10 ans, je trouve ça plutôt intéressant. Ça veut dire que la plupart des cryptoactifs qui sont aujourd'hui incubés par Binance, même si 90 ou 95% des cryptoactifs ne seront peut-être plus là dans les 3 ou 5 prochaines années, on peut espérer que celles qui seront encore là auront pris en fait la capitalisation des autres qui auront disparu, bien évidemment. Je rappelle que l'argent ne disparaît pas, l'argent se déplace et on attend en fait une acceptation, une accélération d'adoption des cryptoactifs et notamment de nouveaux capitaux qui vont rentrer dans les prochains mois et prochaines années sur ce marché. On voit dans Netflix qui a complètement chuté hier, donc là c'était moins 20 et quelques pourcents je crois. Pourquoi ? Parce qu'en fait on a eu les chiffres et leurs chiffres en fait sont vraiment pas bons. Il y a eu moins de 200 000 utilisateurs, donc là bref ils ont fait de la merde tout simplement. Donc là il va falloir se battre pour pouvoir, ou en tout cas eux ils vont devoir se battre parce que moi je suis pas dans Netflix, pas encore, et pour récupérer tous ces utilisateurs et surtout refaire entrer les investisseurs. Donc là j'ai dit quoi ? J'ai dit certains d'entre vous aperçoivent une chute, d'autres une opportunité. Je pose ce tweet là. Donc qu'est-ce que j'ai voulu dire, c'est que là, je vois pas mal de gens qui sont en train de dire waouh, c'est un shitcoin, c'est la merde, ok, mais les gars, ça reste quand même Netflix. Ok, un jour peut-être qu'ils vont se faire remplacer, mais là, de suite, moi, ce que je vois, c'est une opportunité d'achat. Peut-être une opportunité d'achat. Attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, je fais pas de conseil d'investissement, mais en gros, moi, comme vous le savez, j'attends tout le temps d'avoir plusieurs confluences, d'avoir des W, d'être dans des zones de RLZ et tout, mais si vous vous en foutez de la technique et vous faites juste de l'investissement en DCA, ceux qui investissent en DCA, là, demain, je pense que vous allez être tous contents. Pourquoi ? Parce que vous allez vous dire, ok, ça fait X temps que j'investis dans Netflix, et grâce à cette chute, je vais pouvoir lisser mon prix encore beaucoup plus bas. Après, peut-être que ça remontera jamais, mais moi, j'y crois pas trop. Après, attention, je suis pas devin
devin, les gars, et aucun analyste est devin, hein. Sinon ça serait des bonimenteurs, ça serait vraiment des mythos, ok? Donc voilà, moi là je vois une opportunité, avoir une action à pratiquement moins 100 balles par rapport à hier, ok? Donc c'est juste, voilà, je pose là. Mais attention, moi-même, j'investis pas encore, hein. J'attends d'avoir tout baissé, voilà, tous mes petits scénarios, tout mon plan de trading ou mon plan d'investissement avant de rentrer. Donc mettez de l'eau dans votre vin, s'il vous plaît. C'est-à-dire la real cap, ça veut dire sur les bitcoins qui sont vendus, à quel prix ils ont été achetés précédemment, on va dire le moment où ils bougent, quelle est leur zone d'achat. Et là, vous voyez que cette cap est en train de diminuer fortement. Donc, ça veut dire que sur les long-term holders, en couleur bleue, sur les long-term holders, ici, vous avez certains des coins qui commencent à être vendus à perte. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, ça veut dire que ces coins ont potentiellement été achetés ici au top, puisque si vous regardez ici, on est en fait très exactement... Un long-term holders commence à partir de 5 mois d'acquisition. 5 mois où vous avez gardé vos coins, ça commence à partir de là. Si je vous mets ici, ce point-là d'achat, par exemple autour des... Admettons que cette personne-là ait acheté, et là on était à 67 000, et que je vous mets les barres jusqu'à aujourd'hui, on est à 185 jours, donc ça fait 6 mois. Donc là, on a en fait énormément de gens qui ont acheté ces tops-là, qui sont en train ici de vendre. On va parler maintenant de la 4e crypto-monnaie du marché. Regardez, c'est le BNB, le token de Binance. Il vaut déjà 68 milliards de dollars. Et en fait, qu'est-ce qui se passe avec le BNB? Regardez le nombre de tokens en circulation du BNB. Il y en a 163 millions. Il y en a 163 millions, mais l'objectif de Binance dès la création de Binance et du BNB, c'était de faire en sorte que ce nombre de tokens en circulation du BNB atteigne les 100 millions de BNB, donc de réduire énormément le cours de le nombre de tokens en circulation. Il y en avait théoriquement 200 millions, là voilà, on voit que ça a déjà baissé. Et en fait, il continue la destruction de tokens de BNB avec un prochain burn, une prochaine destruction de tokens qui va atteindre 770 millions de dollars de BNB. C'est énorme, avec bien sûr l'objectif, il est simple, hein, c'est réduire le nombre de tokens en circulation, faire en sorte qu'il y ait moins du coup d'offres disponibles, et si la demande reste la même, et bien en théorie, le cours du token devrait augmenter. Donc ça, c'est quelque chose que Binance en tout cas veut faire. Ils vont continuer à le faire jusqu'à encore de nombreuses années, le temps d'arriver à 100 millions de BNB. Et ce burn qui va avoir lieu, eh ben c'est quelque chose qui se fait désormais de manière automatique, ça s'appelle le BNB Auto Burn. Ça se base notamment sur l'activité sur la Binance Smart Chain, la BNB Chain maintenant, et c'est calculé automatiquement en fonction d'un certain nombre de critères tels que le prix du BNB, le nombre de transactions, etc. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est quand on voit l'historique des burns qui ont lieu comme ça tous les trimestres. Et ben ça a commencé du coup en octobre 2017 avec 0,5% des tokens en circulation qui ont été brûlés, et ça continue depuis, vraiment ils ne sont pas arrêtés, ils n'arrêtent pas de burn. On voit bien que la quantité en dollars a fortement augmenté avec l'explosion du cours du BNB en 2021. Ici, le premier Bitcoin listé en Australie, donc ça c'est très bon. L'Australie qui est très pro-crypto actuellement, et donc c'est plutôt une bonne chose. Tout d'abord, comme je vous le disais hier, la quantité de Bitcoin actuellement sur les exchanges est à un niveau le plus bas que l'on n'avait pas vu depuis plus de 2 ans. Et bien sûr, il s'agit d'un signe que les gros acteurs du marché crypto sont actuellement en période d'accumulation et qu'ils ne comptent pas revendre de sitôt. Et qu'est-ce qui se passe lorsque le prix baisse ? Eh bien, les baleines font surface et amassent un maximum de Bitcoin avant de repartir dans les profondeurs avec leur butin. C'est en tout cas ce qu'il semblerait s'être passé d'après l'analyse Minky Wu, qui démontre que lorsque le Bitcoin est tombé dans la zone des 37 000 $, il y a eu des volumes importants à quitter les plateformes, ce qui pourrait bien expliquer la reprise que l'on a connue aujourd'hui. Bref, pour cette analyste, on est actuellement dans une zone de point bas, mais attention, on n'est pas à l'abri d'aller encore plus bas avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Qu'est-ce qui pourrait se passer si jamais on avait une hyperinflation qui continue et malgré une hausse des taux, un contexte un petit peu de récession. C'est-à-dire que vraiment, il faudra augmenter les taux très fortement et contracter énormément l'accès au crédit pour les entreprises, les particuliers, pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire faire un petit peu cracher les marchés puisque on n'aura plus la possibilité d'avoir un accès à l'argent facile, on va dire. Qu'est-ce qui se passerait si jamais on était dans ce contexte-là où il faudrait tellement augmenter les taux
que en fait on aurait besoin de faire cracher l'économie pour ça. Et on a quelques analystes qui commencent à dire, là, pour moi, il y aurait une sorte de décorrélation du Bitcoin, enfin des crypto-monnaies, avec les narrations de la Fed. Les gens se diraient, ça ne marche pas, et Bitcoin deviendrait, bien entendu, un actif de diversification, ce qu'il est déjà, mais un actif de diversification de manière à stocker de la valeur, tout simplement, sur un asset qui, lui, performe mieux que l'inflation. On va maintenant parler de Terra Luna, qui ne cesse de faire parler de lui avec notamment son plan à plus de 820 millions de dollars, et qui vise justement à propulser son stablecoin, l'UST. Et là où ça nous intéresse, c'est que les nouveaux soutiens donc de Terra pourraient fortement profiter au Bitcoin et donc par extension à tout le marché de la crypto. Le 14 avril, la société Terraform annonçait faire un don donc de 10 millions de Luna supplémentaires à la fondation donc Luna Foundation Guard. Et ces 10 millions valent donc 820 millions de dollars. Et donc la Luna Foundation, c'est une organisation à but non lucratif qui sert de réserve de valeur pour le stablecoin UST. Pour l'instant, ils n'ont pas précisé comment vont être utilisés ces fonds, mais beaucoup estiment que ces 10 millions vont en partie servir à acheter encore plus de Bitcoin. Et si c'était le cas, ce serait un événement positif supplémentaire pour la reprise du cours de la crypto à la hausse. Et pendant que les acteurs traditionnels font leur entrée dans le secteur des cryptos, on a les acteurs du secteur qui eux continuent de faire des levées de fonds dans le but de se développer encore plus. Et aujourd'hui, on a The Sandbox qui annonce le début d'une levée de fonds qui ambitionne de ramasser 400 millions de dollars, ce qui donnerait une valorisation de 4 milliards de dollars à la société. A savoir que cette levée de fonds fait suite à celle qu'ils avaient déjà réalisée en novembre 2021, où ils avaient récolté 93 millions de dollars. Et visiblement, cette annonce a été très bien accueillie par les marchés, car le token Sand a été jusqu'à faire un plus 17% aujourd'hui. On va maintenant parler de la crypto qui pourrait être une véritable porte de sortie de la Russie en Afrique. Avec les énormes sanctions économiques qui sont prises contre la Russie depuis les conflits notamment donc en Ukraine, le pays se tourne de plus en plus vers l'Afrique, qui compte bien d'ailleurs profiter de cette opportunité. Et un des moyens qui va être utilisé, ça va être la crypto-monnaie. Dans une lettre qui a été envoyée au Premier ministre russe, le chef de la chambre de commerce russe, donc Sergueï Katirin, a donné quelques pistes concernant les partenariats liés à l'Afrique. Pour lui, il est vraiment temps de développer les partenariats avec l'Afrique, notamment donc à travers des traités de libre-échange. Et pour ça, ils veulent établir donc des missions commerciales dans plusieurs pays africains, mais aussi des comptoirs commerciaux et même une zone de libre-échange. Mais ils veulent aussi faciliter donc l'obtention de visas des pays africains vers la Russie. Et pour faciliter tout ça, le trait d'union, ça pourrait être la crypto. Comme je vous le dis souvent à travers les vidéos, l'Afrique a très peu confiance dans les banques. Et ils ont d'ailleurs toujours utilisé des moyens de paiement alternatifs, comme le paiement par SMS, qui est très peu présent par exemple en Europe. Et en fait, l'avènement de la crypto, il s'est vite imposé en Afrique comme une évidence. Et dans la lettre, on apprend par exemple que le chargé du ministère des Finances russe, en collaboration donc avec la Banque centrale, va fournir des accords intergouvernementaux avec les pays africains, notamment sur l'utilisation des monnaies nationales, mais aussi des crypto-monnaies dans les règlements et paiements mutuels. Et ces partenariats, ils pourraient bien se passer sur la blockchain Tone, à savoir donc Telegram Open Network, qui est en fait un layer 1 qui a été lancé déjà depuis quelques années. Et l'annonce de ces nouveaux partenariats entre la Russie et l'Afrique pourrait potentiellement donc relancer aussi la crypto. Ah oui, et aussi, il y a une autre citation que j'adore, c'est « Quelle est la différence entre un homme intelligent et un homme sage ?» En fait, c'est que l'homme intelligent va savoir régler les problèmes et l'homme sage, en fait, va savoir éviter les problèmes. Et du coup, il aura pas besoin de les régler. Et du coup, moi, je sais pas, je trouve que c'est juste hyper intéressant comme point de vue, et c'est vrai que moi c'est ce que j'utilise énormément dans les cryptos, et ça m'a permis de devenir rentable et de vivre un full time de ça en fait, et surtout bien vivre. Voilà, je vis à Malte, j'ai une belle vie, je vais pas tarder à faire plein de voyages, vraiment kiffer ma vie, et en fait c'est juste grâce à quoi? C'est grâce en fait au mindset que j'ai complètement changé du jour au lendemain. Ça m'a pris 3 ans pour être rentable. Oui, c'est long les gars, quand je vous dis que 6 mois c'est rien, moi j'ai attendu 3 ans avant de vraiment gagner de l'argent sur les marchés financiers, et pour pouvoir après quitter mon job, ok? Et après bon là j'étais en full time, j'ai kiffé ma vie. Mais ça m'a pris 3 ans. Je me suis pris des claques partout dans la bouche. Et après, quand j'ai compris que tout était dans le mindset et dans le money management, j'ai réussi à gagner de l'argent et à partir de mon job, ok? Donc, prenez votre temps. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.